Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée à ce qui vient d'arriver par la poste. Étonnamment, Deft Step Lightfingers, qui a mis beaucoup de temps à sortir en PDF, qui a été repoussé pendant quasiment un an. J'ai reçu assez vite finalement par la poste, parce que le livre est sorti en décembre, on est en mai, donc ça nous fait une échéance de 5 mois. Cette vidéo n'aura pas grand intérêt si vous avez déjà vu ma visite en PDF, mon survol en PDF. Donc c'est uniquement pour le voir le visu, ça vous intéresse, ou si je sais pas, dans un ou deux ans, il va sortir en français et que vous avez envie de voir un petit peu à quoi ça ressemble. Donc toujours pareil, le design est très très joli, hein, ils ont un nouvel illustrateur sur, qui est présent sur... Enfin, je crois qu'il a fait que ça. Il a celui qui a fait aussi Winds of Magic. Étonnamment, je trouve qu'elle est bien mieux que celle de... Donc c'est un supplément qui est consacré à nos amis rôdeurs et roublards, donc les voleurs et les gens qui vivent dans les bois. Première chose qui m'a beaucoup surpris, je ne me rappelais pas dans le PDF qu'il y avait ça, une très belle carte, toute nouvelle carte sur le Reichland. Uniquement la zone où on est censé jouer, vous voyez Aldorf qui est au nord-est, Wasteland tout au nord-ouest, et sinon bah, le Reich qui descend avec des lieux communs tels que Kemperbad, Bogenhafen, Börsreich bien évidemment, et Nuln. Très très belle carte, ils me surprennent à faire des... avec les principales familles régentes de la principauté, les Sappelensheim, les Jungfrau notamment. C'est un très beau boulot. Il y a les Wittgenstein aussi qui se baladent là. C'est super chouette et vraiment la bonne surprise de l'avoir reçu en physique, avec évidemment la couverture en pleine page, hein, beaucoup plus belle. On commence directement dans le vif du sujet avec le culte de Ranald qui est exposé. Vous commencez à connaître la chanson. Il n'y a pas de supplément à proprement parler comme le tome de la rédemption. Les deux, donc chacun des livres apporte un ou deux cultes, ça dépend. Des fois des endroits complètement déplacés comme les archives de l'Empire pour Ria, Solkan ainsi que le dieu Heinrich. Et des fois, bah, en pure logique, le supplément sur Middenheim, enfin le supplément consacré à Middenheim et surtout le compagnon du tome 3 de la campagne impériale vous donne Ulrich. Donc on revient très rapidement sur des choses qui sont assez connues si vous avez le thème de la rédemption, que Ranald est l'un des dieux nouveaux, enfin c'est un des dieux uniques comme Sigmar, à savoir que c'est potentiellement, d'après certaines rumeurs, un dieu qui était humain, qui est devenu un dieu, en manipulant, en gros, en faisant, en forçant, en manipulant Shalia pour qu'il lui donne en fait une option pour le rendre immortel, avant qu'il prenne ses clics et ses claques, qu'il lui baise la main et qu'il se barre. Et donc il a plusieurs aspects qui sont un peu différents, avec un côté plutôt le voleur, vraiment la personne qui est là euh, pour être un roi du cambriolage, en faire une sorte d'œuvre d'art. Vous avez le maître des jeux, un parieur sur les jeux de chance, le protecteur des humbles, donc qui est là pour lutter contre les riches, les méchants, les puissants, façon Robin des Bois. Et le dernier qui est le trickster à proprement parler, donc celui qui est basé sur la farce, sur un cynisme jovial, on va dire. Vous avez quelques petites légendes avec toujours les doubles pages du professeur Weird. Le professeur Weird est un professeur à l'université Aldorf qui offre dans chacun de ses bouquins des doubles pages un peu plus, comment dire, bah, comme vous aviez dans pas mal de bouquins, je pense notamment à Vampire, où généralement c'est des dialogues enregistrés entre deux PNJ qui débattent notamment voilà, sur la nature de Ronald. Donc on a les différentes sectes qui existent, vous en connaissez peut-être certaines comme les Crookfinger, qui étaient présentes à Bogenhafen dans le premier tome de Dans l'ombre. Il y en a aussi dans le guide du Birthstrike. On vous donne le jour de folie, donc les différentes fêtes qui peuvent exister un peu à la gloire de Ranald, plus ou moins tolérées à travers l'Empire, voire pas du tout. Les relations qu'ils ont, les personnalités, donc ça c'est un grand classique. On est vraiment sur à la fois une reprise du tome de la Rédemption et un modèle de supplément qu'ils ont, enfin en fait un modèle de construction de la divinité. Ils possèdent maintenant dans la... C'est toujours le même modèle avec la légende, les relations, les personnalités avec, et les temples et comment le côté plus jeu, à savoir comment est-ce que vos joueurs peuvent incarner ces prêtres-là. Donc il y a modification des compétences, ça c'est toujours le truc qui me fait un peu tiquer et qui commence à être sérieusement abusé, je trouve. C'est que pour aller très vite, il y a 8 compétences de classe dans le bouquin de base, hein, de 1 à 4, et maintenant toutes les compétences sont... Ce qui est beaucoup mieux, parce que vous avez toujours besoin de monter 8 compétences pour passer au deuxième niveau deuxième rang de carrière. Mais bah, ça fait qu'il y a pas mal
il y a beaucoup de carrières qui sont encore un peu dans la panade et on ne sait pas trop. C'est un peu dommage, ils pourraient sortir un petit PDF pour corriger tout ça. Ce serait pas dégueulasse. Et ensuite on passe, alors là on est vraiment gâté avec Ranal dans ce bouquin. De toute façon c'est simple, c'est un bouquin qui est plus pour les voleurs et les Ranaldiens à mon avis, mais niveau prêtrise vous êtes gâtés parce qu'il n'y a pas une carrière, il n'y a pas deux carrières, il n'y a pas trois carrières, il y en a quatre. Donc il y a quatre aspects de Ranald, enfin plus ou moins connus, et vous avez quatre classes, passez-moi l'expression, de prêtres, avec en plus chacun leur propre miracle. On n'a pas ça pour Tal, on n'a pas ça pour beaucoup d'autres prêtres, et moi ça m'a fait un peu tiquer en me disant bah c'est cool, mais pourquoi pas le faire pour tous les prêtres quoi. J'ai envie de dire, ou au moins, enfin, il y a des. Bon, vous allez me dire, ouais, mais le prêtre ulricain il est toujours un peu pareil, d'accord. Mais par exemple, je sais pas, il faut que je revérifie dans Aux armes, hein, je vais peut-être dire une grosse bêtise, mais il me semblait qu'il y avait un schisme entre les. Oh non, je crois que c'est géré, mais voilà, enfin, une vraie carrière. Ouh là là, faire une vraie carrière pour par exemple le schisme myrmidien ou les différents types de prêtres de mort entre les prêtres itinéraires. Bon, ou morts, ils n'ont pas encore abordé, mais voilà, vous comprenez ce que je veux dire, c'est que en général, on a qu'une seule carrière de prêtre qui nous est donnée si on en a une, si on a de la chance. Mais sinon, là, vous en avez carrément quatre. Donc la première, c'est pour le Nightcrawler, donc c'est le voleur, enfin le dieu voleur qui élève ça sous forme d'œuvre d'art, sachant que tous les prêtres de Ranald, quels qu'ils soient, ont une conséquence qui est forte, c'est d'éviter la violence et d'éviter le massacre. Enfin, éviter la violence, éviter en fait l'esclavagisme. Donc il y a beaucoup de choses, en fait, il y a beaucoup de préceptes des prêtres de Ranald qui les mettent en porte-à-faux automatiquement. Donc un avec la loi, logique c'est des voleurs, et deux avec les autres organisations criminelles qui, elles, en fait, vont user d'éléments extrêmement violents puisque, bah, par définition, faire du crime, c'est être antisocial, et donc ça implique de faire mal, de tuer des gens, euh, d'asservir autrui, et ainsi de suite. Et ça, c'est pas forcément quelque chose qui est dans la droite ligne de Ranald. Ensuite, vous avez donc le prêtre parieur, c'est marrant, avec un petit soupçon, il y a une ou deux illustrations sur un jeu de tarot du Reichland que j'aimerais bien voir au jour, ça serait super cool. Ça, qu'ils ont fait deux cartes, ils peuvent bien en faire. Ils peuvent bien en faire 52. Mais non, blague à part, donc c'est très chouette, on a vraiment l'embarras du choix, et vous avez à chaque fois donc deux pages, une page consacrée des aspects prêtres que vous allez jouer, avec les éléments supplémentaires, avec les miracles, ils peuvent piocher du pool commun présent dans le livre de base. C'est quand même assez sympatoche. Donc les miracles, vous pouvez vous y attendre. Hein, c'est de ne pas faire de bruit ou faire des illusions pour le cambrioleur, le Nightcrawler. Pour le gamester, pour le maître des jeux, c'est lié à la psychologie de l'adversaire. Avoir toujours des bonnes faveurs quand on fait des jets, relance des jets. J'adore cette illustration, je la trouve magnifique. Je pense pas que ça soit Sam Manley, mais elle est vraiment à tomber par terre. Donc c'est le trick surprise, c'est plus conceptuel, c'est vraiment celui qui... c'est le prêtre de Ranal qui s'est aperçu que le monde était une vaste farce. Et donc il décide de faire des sortes de farces cosmiques à son entourage. C'est un peu le Joker gentil, quoi. Si on peut aller dans ce sens-là, qui va essayer d'inculquer pas uniquement des leçons aux riches, mais des leçons à tout le monde, aux autres suivants de Ranald, et en plus général à l'homme de la rue, parce qu'il le mérite bien. Sachant qu'ils ont une relation un peu ambiguë avec les magiciens gris, puisqu'ils ont plus ou moins, bah, comme les prêtres de mort avec les magiciens d'émeraude, d'Amézite, ils ont tendance à travailler en fait sur le même concept, à savoir la fourberie, les tours de passe-passe, et enfin le prêtre libérateur qui est plus axé Robin des Bois, plus sur la mode de protection des gens très pauvres contre les riches, avec les miracles qui vont à la clé pour punir les gens qui sont d'un niveau social. En fait, c'est assez rigolo parce que les sorts du libérateur vont carrément impacter sur. En fait, sont plus ou moins puissants selon le statut social du mec en face, donc c'est rigolo. Et le Deceiver, c'est vraiment des tours de passe-passe assez délirants, notamment par exemple faire un duel avec quelqu'un, grosso modo se moquer de lui, faire le mimer, et donc lancer un dé pour récupérer une stat, avoir la stat, une caractéristique identique à lui. Donc en gros, vous vous retrouvez face à un guerrier, vous, vous foutez de sa gueule, et si vous avez la chance au dé, vous avez autant que lui en compétent, en attribut d'armes. C'est marrant. Donc les sorts sont les miracles sont très rigolos, très différents de ce qu'on pouvait s'attendre. Ensuite, on arrive sur la partie que je trouve pas super globe. Enfin, j'en ai déjà parlé hein, dans d'autres vidéos, mais il y a une certaine tendance chez Cubicle 7 à rajouter beaucoup
Là, on a des règles sur tout ce qui a lieu au statut de voleur, avec notamment les pickpockets. Donc on va avoir déjà étendu pour faire le pickpocket. J'aime pas trop, parce que personnellement ça sert à rien. Plus sympa, on a des tables d'éléments aléatoires, donc pour savoir qu'est-ce qu'il y a dans la bourse. Euh, Est-ce qu'il y a un artefact qui peut enfin, pas de bol, vous piochez dans la bourse, vous tombez sur la malpierre. Et quels sont les aspects un peu bizarres de votre proie. Chouette. On va avoir le même système pour les cambrioleurs. Les outils qui sont utilisés, ça c'est plutôt intéressant, donc tous les outils que vous pouvez utiliser pour procéder à un cambriolage, avec des crampons, un périscope, voire même des outils nains, si vous arrivez à convaincre les nains, et les pierres de tombe. Encore une fois, vous faites un jet un peu étendu, et qu'est-ce qui se passe dans la tombe où vous allez ou alors quel est le problème avec le cadavre que vous voulez. Donc vous pouvez tomber sur des ghouls, sur des vampires. Et qui c'est qui vous a commandité en fait le vol. Donc ça peut être un écras, par exemple, ou un médecin complètement fou. Ça c'est assez marrant. Je sais pas s'il y aura beaucoup de pierres de ton dans les campagnes, mais ça c'est très Warhammer pour le coup. Enfin, ça m'a beaucoup fait sourire, c'est très rigolo à lire. Le coup des règles supplémentaires, bon, c'est pas génial. On ajoute aussi des règles un petit peu. Enfin, en gros, c'est un système que j'ai pas trop compris. Vous savez que vous avez des endeavors pour avoir de l'argent. Donc, les endeavors d'income, c'est-à-dire qu'entre les parties, vous pouvez dire moi je veux toucher de l'argent. Et vous faites un petit peu d'argent pour commencer le prochain scénar. Parce que normalement, à la fin de toutes les pauses entre les scénars, vous perdez tout votre argent. C'est comme ça. Si vous ne l'avez pas investi, si vous ne l'avez pas caché, vous le perdez. C'est un système que je trouve assez rigolo, personnellement. Et donc là, on vous dit si vous êtes un charlatan, un rustler ou je sais plus les bots, donc je sais plus comment ça s'appelle en français, mais en gros les gens qui font plus ou moins les mecs qui magouillent dans les quartiers des plaisirs et compagnie pour appâter le chaland. Vous pouvez en fait juste lancer un dé et il vous arrivera quelque chose sur votre table. Mais généralement en fait ce qui peut vous arriver c'est pas terrible quoi, c'est plutôt des trucs négatifs, donc on se dit pourquoi j'irai m'embêter en fait, autant juste garder mon argent puisqu'on me donne le choix. Il y a pas mal une table de rumeurs, comment se débarrasser des objets qu'on a volés, avec certains objets qui sont marqués par les guildes et assimilés. Les arnaques en col blanc, donc avec la comptabilité. Et d'autres endeavors supplémentaires, donc des choses que vous pouvez faire durant votre temps de pause entre les scénarios, comme aller sur le marché noir, monter un dépôt de jeu d'argent, fabriquer des identités, des légendes, ou lancer des campagnes de racontars et de ragots. Alors, c'est parfait de rajouter des endeavors, des possibilités supplémentaires aux joueurs, mais concrètement, quand vous allez faire une campagne, vous faites des scénarios qui sont liés par différents aspects, est-ce que vous aurez jamais, je pense, plus de une ou deux endeavors? Il y en a déjà beaucoup dans le bouquin de base, il y en a dans chaque supplément, et certaines sont beaucoup plus compliquées, sont beaucoup trop complexes par rapport à ce qu'on demande. C'est-à-dire que pour certains joueurs, par exemple, vous êtes guerrier, vous dites ok, je fais mes katas, comme ça j'apprends une botte secrète, et cette botte secrète pour l'utiliser pour défoncer le mec en face durant le prochain scénar. C'est facile, tac, vous avez fait un jet, c'est parti. Ou je me suis entraîné, je lance mon dé, j'ai monté ma compétence, paf. Et là, il y a des trucs, c'est un peu plus tricky, je trouve. Il y a vraiment pas mal de jets où c'est un peu plus complexe à faire, et c'est wow, à la fois pour le PJ et pour le MJ, donc bon, je ne suis pas transcendé. On a pas mal de carrières, hein. C'est un bouquin où il y a vraiment pas mal de carrières. Faut pas juste penser qu'il n'y a que des Rinaldiens. Il y a aussi donc, si vous voulez faire de la contrefaçon, donc autre chapitre sur les contacts criminels qui moi m'a trouvé, enfin que je trouve pas intéressant, à part pour éventuellement avoir des exemples. Donc en gros c'est des règles supplémentaires pour créer des contacts avec les types de personnes que vous pouvez recruter. Les safe house, avoir des imposteurs, avoir des gardes du corps, avoir des gens, des fixeurs, des gens qui vont vous donner des informations et des profils à chaque fois. Et il y a plein de règles, voilà, une nouvelle endeavor à nouveau pour établir un contact, pour le garder. Moi, ça se fait plutôt en tant que jeu, je trouve que c'est pas forcément donc, étape supplémentaire pour savoir si votre contact est bon. C'est comme les mercenaires dans dans Aux Armes. On a un profil d'un gros receleur. Je trouve que l'art illustrateur, il est absolument magnifique. C'est lui qui fait l'essentiel des portraits dans ce bouquin. Vraiment super boulot. Et on arrive sur le crime organisé avec, encore une fois, qu'est-ce qui se passe si vous voulez créer votre propre gang? Ce qui m'a fait tiquer parce que dans Archive 3, il y avait tout un chapitre sur la création d'entreprise. Et une des entreprises, c'était un gang. Bon, à la limite, bon, encore des règles supplémentaires.
Si vous voulez faire une campagne là-dessus, c'est génial. Pour le reste, je n'ai pas été transcendé, donc on a toujours pareil. Qui vous avez, les événements qui se passent, tout quanti. Beaucoup plus intéressant. Vous avez des notices sur le côté avec des rumeurs et surtout des organisations préexistantes dans les différentes villes de l'Empire. Et on vous dit à chaque fois leurs forces et qui ils sont. Donc on a notamment les roitelets. Et on a un profil sur les deux, sur deux profils de personnages assez importants, notamment le chef des poissons, Daldorf, et la reine des contrebandiers du Nordland. Après, on a qu'est-ce qui se passe si jamais vous faites partie d'une organisation, qu'est-ce que ça vous apporte comme avantage, comment vous négociez avec la guilde, avec la garde, etc. Et la question épineuse de l'honneur, honor among thieves, donc il n'y a pas d'honneur entre les voleurs, c'est le proverbe, mais avec la délicate position du culte de Ranald et comment se comportent les criminels face à la loi, face au culte, tout intéressant. Et au pouf pouf mystère, on arrive à la deuxième partie du bouquin où là c'est moins intéressant. Pour avoir eu un prêtre de Tal à Mata dans ma campagne, et lui avoir teasé un peu ces trucs-là, bon, c'est pas non plus transcendantal, donc on est à nouveau sur le même système. On nous remet quand même une couche, ça je trouve que c'est un peu culotté. On nous remet une couche, tous les dieux existants, à typologie avec les anciens dieux, les dieux classiques et les autres dieux, à voir Simat et Ranald. Je trouve que c'est une page vraiment de... Bref, c'est du remplissage. J'aime beaucoup, c'est la vieille police d'écriture, les petits dessins, Warhammer, mais bon bref, c'est un peu peanuts. On a le professeur Weird, encore une fois, qui nous explique la place de Tal. L'historique en fait, du culte, parce qu'ils ont un truc assez intéressant, c'est que Tal est censé être un peu le frère plus, disons, soft d'Ulrich, mais en fait, on s'aperçoit qu'en regardant un peu l'historique de l'Empire, le culte de Tal a été fait de beaux enfoirés qui ont propagé l'hérésie sigmarite. Par la suite, sont un peu calmés. Mais bon, les ordres saints qui existent, ainsi que les sectes. Donc c'est intéressant, si vous voulez pas juste jouer un taliste qui se balade dans la pampa, ils ont des moines, ils ont des chevaliers, ils ont des éclaireurs. Ça, c'est des choses qui étaient déjà présentes dans le tome de la rédemption. Je rappelle, dans la V2, il y avait tout un scénario qui s'appelait Terreur à Talabheim, qui était excellent et qui en plus avait tout un bouquin, toute une partie sur la description du Talabheim, ce qui était génial. Donc les sites ça, on continue. Là, on a une page pour les livres, les relations avec les autres dieux, vous commencez un peu à connaître les jours saints. Je dis, c'est un peu toujours la même chose. Donc si vous n'avez pas la V2, c'est super. Si vous avez un taliste, c'est super. Et sinon, c'est vrai que vous êtes un peu coincé. Je trouve que c'est pas non plus. On a quand même une page sur le casque magique de Tal. Alors, je sais pas comment vous jouez vos campagnes, mais en général, les casques magiques, il n'y en a pas 500 000 et encore moins des objets consacrés à des reliques. On a un profil donc de grand prêtre qui se bat dans Dragvald avec son ennemi. Donc, vous avez une vache Kiri supplémentaire à passer à l'abattoir si vous souhaitez, un Lord. Et les différentes positions de Tal au-delà de l'Empire, donc à Kislev où il est un peu révéré, dans le sud où c'est pas trop le cas, et en Orska, des aspects un peu plus violents. Et là on n'a pas 4 types de prêtres de Tal, on en a qu'un. C'est le prêtre ranger de Tal, et c'est tout. Donc voilà, vous jouez un archer biclassé prêtre de Tal si vous voulez. Ça fait très aventurier, aventureux, pourquoi pas. Ça permet quand même d'avoir des compétences d'arc et de survie en forêt, qui ne sont pas forcément présentes dans le bouquin de base, dans la carte de prêtre, qui, à mon avis, est plus pensé dans le bouquin de base à un prêtre séculier de Sigma, en ville. On a quelques miracles supplémentaires qui sont sympatoches, mais qui cassent pas. C'est grosso modo un peu le more of the same en fait. C'est encore un peu la même chose que dans le bouquin de base, à savoir vous agrandissez vous améliorez votre force physique, votre constitution, calmez les bêtes, et éventuellement vous arrivez mieux à pister les gens à droite à gauche. Vous faites souffler du vent aussi pour faire tomber les gens. C'était un miracle, enfin une magie qui était dans les deux d'ailleurs. Et on a une petite page pour faire des kits, comme dans Donjon 2, pour modifier les carrières existantes, pour jouer un prêtre lait de Tal ou un prêtre urbain de Tal. Qu'est-ce qui va changer avec les El Famoso 10 compétences de classe. Notamment, on a aussi les moines et les nodes et les Longshants, donc qui sont, je sais plus comment ça s'appelle, c'est en fait les espèces de rangers, les chevaliers rangers qui se battent dans la forêt, qui flèchent tout.
qui ont pas de... C'est pas des prêtres officiellement, mais on vous les donne quand même au cas où si vous voulez jouer un talit dans le grand sens du terme. On arrive sur un chapitre que j'ai beaucoup aimé, qui est sur les lois, les lois, le banditisme et les chasseurs de primes au sein de l'Empire. Donc c'est assez cool en fait de rappeler un petit peu comment les lois sont faites, faut les appliquer, s'il peut y avoir procès ou non, sachant qu'on sait que dans les villages en général, la loi ça se termine par des mecs qui sont pendus sans autre forme de procès, parce que sinon on serait pas dans... Mais en tout cas, il y a le côté très, très vérénien, j'ai envie de dire, de ce chapitre que j'attendais pas vraiment avec plein de choses sur comment ça se passe quand il y a un crime, que fait la garde, est-ce qu'on peut être représenté, qu'est-ce qui se passe comment se passe un procès, qu'est-ce qui se passe si jamais vous êtes, quel type de châtiment vous pouvez obtenir, qu'est-ce qui se passe si vous êtes en prison, est-ce que y a des événements qui peuvent se passer en prison, sortir de prison, enfin faire un prison break. Il y a plein de choses, c'est super chouette. Ensuite, on arrive au hors-la-loi, qui est un peu le pendant des gangs, mais dans la forêt, quoi. On a un peu plus de potentiellement, donc ça c'est pour les gens qui ont la carrière hors la loi, qu'est-ce qui se passe entre les scénarios, comment est-ce que vous créez votre propre équipe, votre propre fief, si vous avec des exemples de grands hors la loi, sous forme de wanted, donc sous forme d'avis de recherche. Très belles illustrations, encore une fois, vous notre passage, les légendes au sein des légendes sur les brigands et les grands existants, et on arrive sur la chasseur de primes, qui permet un peu de recouper avec le premier gars que vous rencontrez dans la campagne impériale, notamment. Comment ça marche, les règles qu'ils doivent encourir, qui va les payer. C'est plutôt bien foutu. J'avoue que c'est... Encore une fois, c'est cool parce que la grande force de ce chapitre, à mon avis, c'est qu'il est utilisable par plein de carrières. C'est-à-dire qu'il y a plein de carrières qui vont être utilisées pour les hors-la-loi, pour les scouts, pour les gens qui sont champions de justice, pour les chasseurs de primes, pour même les avocats, les avoués et compagnie. C'est plutôt sans sas. Et on a un petit caméo de Brunner, le chasseur de primes, qui est un des personnages qui a, je crois, une série de bouquins, de romans Warhammer à son nom. Elle vous a ses stats, il a des stats de porc, mais c'est pas aussi overkill que certains autres PNJ. Ça, c'est un petit truc qui commence à faire maintenant. Il y a aussi, ça aussi dans le livre des nains, dans le livre des nains pour le MJ avec les profils de Gotrek et Félix. Chapitre un peu bidon, moi j'ai trouvé, sur le pathfinding, donc c'est l'art de préparer les voyages avec les différentes étapes, combien de temps, des règles supplémentaires pour préparer le voyage, faire vos provisions, le temps que vous pouvez rencontrer, planifier. Plus sympa, les événements évidemment, c'est cool, j'aime bien les tables. Sur quoi vous pouvez tomber, des gobelins, des orques, que sais-je encore. Des ruines éventuellement, sur des lieux où vous pouvez vous arrêter, sur quoi vous tombez. Il y a à boire et à manger, hein, et des monolithes aussi, qui peuvent être potentiellement soit des symboles de la harde ou même des oghams. Là-dessus, ça peut être. Les tables sont toujours cool, les règles, je suis moins transcendé. On a encore une fois des endeavors, 7 fois de voyage, qui sont. En fait, qu'il faudrait. Qui est pas bête. Là, très honnêtement, ça se tient. Moi, j'avais un peu une habitude de faire des règles maison avec des bâtons. Chaque jour, vous avez un bâton et après, vous avez des pex ou des compétences. Mais ça se tient. Pour un peu y réfléchir plus à même. Donc il y en a certains que vous pouvez faire durant le voyage, d'autres que vous pouvez faire dans les campements. À voir s'ils en font aussi sur les bateaux. J'avais pas vu dans la mer de Griffes s'il y avait des choses similaires. Comme vous voyez, hein, il y a beaucoup d'événements qui peuvent se passer selon les terrains, des pénuries, qu'est-ce qui se passe quand vous n'avez plus à manger, et ce que vous pouvez faire au camp, donc la cuisine, écrire le journal. C'est rigolo parce que ça me rappelle, là, je suis en train de jouer à un jeu vidéo qui s'appelle Expédition 33 Clair Obscur. Et c'est exact. Enfin, il y a ça, c'est une expédition en fait, et on note le journal, quand on est au camp et compagnie. Petite carrière très sympa de Mullier, qui est très belle illustration, qui est pas très exotique en fait comme carrière, mais c'est plutôt sympa si vous faites une campagne qui est portée sur les voyages et il n'a pas un panel dégueulasse de compétences quand même. Avec à côté le business, comment ça marche. Transporter de ville en ville des choses, de village en village plutôt. Et le dernier chapitre, donc le chasseur et le chassé, qui là, c'est des règles sur la chasse. Donc voilà, qu'est-ce qui se passe, comment est-ce que vous pouvez chasser, qu'est-ce que ça peut vous rapporter, de l'argent, au niveau de la nourriture, les chiens que vous pouvez avoir. Donc on n'est plus sur le petit chien vicieux, on est plutôt sur des gros chiens. Je pense que ça peut s'appliquer quand même à nos amis ratiers, je vois pas pourquoi. Sauf que eux sera plutôt des rats qui vont pour chasser les
Les faucons qui vont être utilisés, les rapaces aussi pour chasser, le côté, enfin, comment dire, sport de noble évidemment. On a un exemple de gîte de chasse qui est plutôt pas dégueulasse. Le dessin, c'est pas perdu pour tout le monde. Et on a deux carrières pour finir. Donc, le gamekeeper, qui est j'ai plus le nom en français, mais le maître de chasse en fait, là, qui va s'occuper d'amener les chiens, de préparer la chasse pour le noble et de traquer les poachers. Et enfin, donc les poachers, les chassent alors qu'ils n'ont qui est une carrière assez sommaire, mais qui est assez brutale, parce que finalement, ils ont beaucoup de compétences de combat très rapidement, et ils se démerdent pas si mal à l'extérieur. On notera que c'est une carrière qui peut être appliquée ironiquement, je pensais, peut être appliquée qu'aux humains, aux alflins, en logique, puisque le fait d'être interdit de chasser, c'est par les nobles, mais vous pouvez être aussi nain ou elfe des bois. Je m'embarrerai pas trop avec ça. Et on a fini le petit survol de ce livre consacré, je le rappelle encore une fois, aux voleurs et aux rôdeurs, donc aux forestiers, aux voleurs forestiers. Qu'est-ce que j'en ai pensé? Mon attitude est plus timorée que la première fois que je l'avais lu, où il y avait eu beaucoup de hype en fait dessus, parce que c'était pas tellement pour le contenu, mais parce que c'est un bouquin. On pensait n'allait pas sortir, parce qu'il avait été repoussé pendant pas mal de fois, et en plus il y avait des gros problèmes en interne chez Québec 7. Il se trouve qu'il est sorti et que je l'ai reçu en physique. C'est plutôt sympatoche, la revue. Je suis peut-être un peu moins dur, c'est-à-dire que c'est quand même un bouquin qui couvre beaucoup de carrières. Et ça, c'est tout à son honneur. Évidemment, c'est pas forcément le combo auquel on s'attendrait le plus, à savoir les voleurs et les rôdeurs, quoique ils se sont dit, je pense, hors la loi avec voleurs, et donc pourquoi pas mettre Tal dedans. Ils avancent tranquillement sur leur listing de prêtrises à cocher. Il doit plus rester maintenant que. Il doit rester Mort, Sigmar, peut-être un ou deux, enfin Mort, Sigmar, Verena. Et pour le reste, on a quasiment fini, donc ça c'est bien, ça avance petit à petit. Donc voilà, est-ce que c'est un supplément indispensable? Je ne peux pas vous le dire, c'est à vous de juger. Pour la collectionnite, évidemment, ça fait très plaisir. J'ai pas beaucoup appris de choses sur le monde, j'ai encore un peu l'impression qu'on est dans un mode de revitalisation, on va dire, pour parler poliment, les plus méchants diront de best-of, de suppléments qui est préexistant. Après, pour faire une campagne basée sur des roubleux, enfin des roublards ou un truc très urbain, c'est très très bien, je pense. Un peu moins pour l'aspect forestier, je trouve que les voyages en général, c'est pour aller d'un point A à un point B. Moi, je considère que Warhammer est essentiellement un jeu à caractère. Enfin, c'est un jeu qui est très porté sur le côté urbain, justement. On a des métropoles qui grandissent, des villages qui s'embourgeoisisent ou qui sont dans une espèce de polycrasse ou de pauvreté crasse. Mais à côté, la forêt, pour moi, c'est quelque chose d'extrêmement dangereux qui devrait justement faire que vos joueurs vont se pisser dessus pour aller d'un point A à un point B parce qu'ils savent jamais s'ils vont tomber sur des brigands, sur une horde d'hommes bêtes et encore. Donc, je sais pas. Mais ça reste assez utile si justement vous avez pas des jambes tales dans vos bouquins. C'est un peu dommage que Ria soit dans un autre bouquin, par exemple. C'est, Ça fait un peu panaché. En tout cas, pour les voleurs, c'est très bien. Pour Ranal, c'est Byzance. Hein. Vous avez 4 classes. 4 classes de prêtres. Et sinon, pour les voleurs, ça reste quand même très très bien. Et moi, personnellement, j'ai beaucoup aimé le chapitre sur le système de justice dans l'Empire, qui est un grand moment de rigolade. Je pense que c'est tout pour aujourd'hui. À noter que Chemical 7 vient de sortir au niveau des news. J'ai appris ça hier. Ils ont commencé à faire le teasing sur le nouveau jeu de rôle du monde. Donc, comme vous le savez, Warhammer Fantasy, donc le jeu de figurines, avait fini. Ils avaient lancé les fins du monde, donc les End Times. Ils avaient lancé Age of Sigmar ensuite, et devant un peu la grande générale, ils ont dit oh, ne vous inquiétez pas, on va ressortir Fantasy, mais sous une forme qui est Old World, qui leur permet, je pense, de sécuriser son copyrighté, et qui se passe à l'époque de Magnus le Pieux, donc, non, à l'époque de 3 empereurs, je crois, si je dis pas de bêtises, donc 300 ou 400 ans dans le passé par rapport à Warhammer, celui-là, Fantasy Roleplay. Donc ils ont sorti 2 images sur leur site, une image qui présente en fait 2 bouquins, il y aura un guide du joueur et un guide du jeu. L'idée c'est que le système va être le jeu va être plus héroïque, il y aura c'est pas le même système déjà, il y aura un peu un panachage au niveau des classes qu'on peut jouer, avec des Brétoniens notamment. Pourquoi pas, on va voir, de toute façon, je sais pas, j'achèterai le PDF, je sais pas si j'achèterai le bouquin physique, parce que
à moins que les suppléments soient interchangeables avec le Warhammer Fantasy Roleplay classique. Pas sûr que j'ai envie de me rebouffer en fait toute une collection de rôles. Et on voit que tout de suite ils sont passés sur leur système de bien divisé en deux avec un guide du joueur, un guide du maître. On verra quand ça sortira. Je pense que ça va être cet été normalement, enfin, d'après les dernières nouvelles. Mais voilà, on va garder l'œil ouvert là-dessus. Et puis bah, n'hésitez pas. Un coup d'œil. Il n'y a pas grand-chose sur leur site pour l'instant, mais en tout cas les illustrations. Il ne reste plus qu'à eux. C'était une excellente soirée et à très bientôt. Salut!